Le bonjour d'Algérie débarque chez La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Les nouvelles du temps, c'est avec vous, Ophélie Echir. Bonjour. Bonjour Abono. Comment ça va? Ça va, très bien. Alors aujourd'hui, un temps saisonnier, je pense. Voilà, relativement chaud. Super, bonne nouvelle, c'est Voilà. à vous. Merci. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil, ravi de vous retrouver. En effet, Météo Algérie prévoit une remontée des températures pratiquement sur toutes les régions du nord du pays. Il a fait chaud hier, ça va se maintenir pour la partie sud. Mais avant, regarde la carte prévue pour ce matin. Nous aurons beaucoup de brouillard au lever du jour, beaucoup de nuages bas aussi. Puis le temps deviendra voilé au courant de cette journée sur l'ensemble des régions côtières. À l'intérieur du pays, une activité pluvio-orageuse est prévue à l'intérieur ouest et centre. Sur la partie sud, on notera un temps orageux aussi vers le sud-ouest, le nord-Sahara. Des soulèvements de sable sont prévus au nord-Sahara avec un temps voilé ailleurs. Le soleil prendra beaucoup de place. Les températures, les voici. Donc elles repartent à la hausse, les maximales, quand vous l'avez sans doute ressenti dès ce matin. Eh bien, on notera 34 degrés à Alger, il fera 34 aussi à Relizane, plutôt 31 pour Alger, 34 Relizane Chlef, 28 Oran, 26 à Nabaskikda, c'est le minimum aujourd'hui en Algérie, 31 pour Guelma, 28 à Batna sur la partie sud, 37 Hassim Saoud, 39 Gardaya, 38 à Béchar, 46 l'extrême sud et le maximum 47 cet après-midi pour le Sahara central. À présent, place plutôt ce matin à l'état de la mer. Aujourd'hui, nous aurons une mer belle à peu agitée avec des vents modérés qui varient entre 20 et 30 km/h sur l'ensemble des côtes. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h à 20h. Nous allons gagner une minute d'ensoleillement et vous avez toujours le site de Météo Algérie, les www.meteoalgerie.dz. Merci pour votre attention. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم.
À retenir donc des températures revues à la hausse. Exact. Super, une bonne nouvelle. Merci Feliel. Mais je vous en prie. On vous retrouvera donc pour d'autres nouvelles du ciel après les éditions de midi et celles de 19h, toujours sur Canal Algérie. Allez, de la musique pour entamer la journée avec le groupe d'enfants Kids United et leur tube Tout le bonheur du monde. En tout cas, on vous le souhaite à vous, que vous soyez ici ou ailleurs. Excellent réveil sur Canal Algérie. Le rendez-vous solidaire des enfants et des jeunes engagés aux côtés de l'UNICEF. Alors chantons et dansons tous ensemble tout le bonheur du monde. Et si toi aussi tu souhaites t'engager avec l'UNICEF, inscris-toi sur myunicef.fr pour devenir jeune ambassadeur ou créer ton club UNICEF. On compte sur vous. Merci. Tout le bonheur du monde des Kids United, donc ce groupe d'enfants formé de jeunes chanteuses et chanteurs qui a été formé il y a quelques années à l'initiative de l'UNICEF, donc dans le but de promouvoir et défendre les droits des enfants. Le message est toujours le même, tolérance, paix, amour et respect. Et c'est avec vous, Aïda Mechri, que nous allons commencer. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? La fête. Ça vous parle? La fiesta. Et comment l'histoire de l'enfant, la protection de l'enfance, voilà, tout ce qu'on avait construit auparavant. Je crois que l'événement d'aujourd'hui vient juste pour capitaliser, se rappeler, s'arrêter face à ce qui nous manque, comment on pourra construire ensemble pour le bien de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Génération. Absolument, absolument. Alors, nous allons parler, comme vous l'avez dit, de la protection de nos enfants à la veille de la Journée mondiale de l'enfance. C'est demain, mardi 1er juin. Alors déjà, la protection de l'enfance a toujours été au cœur de nos préoccupations, Absolument. au cœur de la préoccupation de notre société. Mais il y a eu quand même quelques dérapages. Si vous parlez de dérapage, moi je vous parlerai de ce qui a été construit déjà. Déjà, oui. Voilà. Moi, je voulais m'attaquer directement au problème, et c'est bien de dire ce qui a été fait. Non, regardez. Éduquer un enfant, c'est pas facile. Ouais. Ça, c'est pas du jour au lendemain qu'on devient parent, c'est pas du jour au lendemain qu'on devient des professionnels chevronnés dans nos métiers, c'est pas du jour au lendemain qu'on aura les outils pour pouvoir accompagner, réagir dans les différentes situations à travers des décisions, tout ça. C'est un apprentissage. Et puis, ce sont les enfants eux-mêmes qui nous apprennent à vraiment choisir, à construire les modalités, l'art, la manière de communiquer, l'outillage, comment je pourrais approcher un enfant qui n'a pas le langage, sa différence. On a beaucoup appris que, voilà, écouter un enfant dans sa détresse, sa demande, sa souffrance, son mal, ses larmes, c'est vraiment puiser dans le fond de nos émotions. Et puis, vous savez, il y a des parents qui ont l'art, ils savent comment vraiment accompagner, ils ont la simplicité de pouvoir choisir les mots, les situations, comment ils peuvent vraiment aider, éduquer, accompagner. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance déjà de vivre ce contexte, qui n'ont pas appris, qui n'ont pas côtoyé des gens chez qui ils apprennent à offrir ça à leurs enfants. Et puis le modèle, il est là. On retrouve des enfants qui excellent dans la musique, andalou, moderne, qui dessinent merveilleusement bien, même s'ils sont différents. Il y en a d'autres qui ont toutes les modalités, le bien-être, tout ça. Mais voilà, la vie n'offre pas tout. Et puis voilà qu'aujourd'hui, probablement on s'arrête pour dire comment on pourra protéger, aider, davantage, promouvoir justement pour ces droits de l'enfant, pour que on puisse tous dire le même langage. Un enfant, ce n'est pas un objet. Un enfant, c'est ce qu'on donne à un enfant, il va nous le rendre un jour. Il va l'offrir aussi à ses propres enfants demain. Un enfant, c'est celui qu'on apprend, à qui on offre une éducation, de la santé, une protection, un art de vivre, un partage, un avis. Je crois que le slogan de cette année, c'est la participation de l'enfant vient au vif du cœur pour pouvoir offrir à cet enfant la possibilité de dire, ne serait-ce que je suis d'accord ou pas d'accord, que je veux, je ne veux pas, je sais faire. Aujourd'hui, cette parole nous dérange quelque part. Venant d'un contexte familial là où les parents décidaient à notre place, cuisinaient pour nous, nous offraient les tenues de l'Aïd, nous accompagnaient dans nos scolarités. Voilà que l'enfant aujourd'hui, il peut vraiment ne pas être d'accord, il bouleverse un tout petit peu les adultes. Et bien voilà qu'aujourd'hui, peut-être que c'est le cheminement pour pouvoir offrir à ces jeunes enfants la possibilité d'exister, d'avoir cette identité, de pouvoir défendre
leur territoire, leurs besoins. Et puis, c'est le seul moyen qui va nous offrir les modalités de lire l'intérieur d'un enfant. Un enfant qui ne parle pas, on ne saura jamais s'il a acquis un bon développement ou pas, on ne saura jamais s'il est harcelé à l'école ou pas, on ne saura jamais s'il a appris à écrire ou à lire, on ne saura jamais si c'est un petit artiste ou pas, mais c'est de pouvoir l'écouter comme ça dans le Et lui donner les moyens de s'exprimer. Absolument, et puis lui donner justement le temps de pouvoir se développer à son rythme. Aujourd'hui, on a comme un processus comme ça qui fait que les parents, les professionnels comparent rapidement. Je ne suis pas d'accord, tu ne ressembles pas à ton frère, ton cousin est mieux. Non, 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 chaque enfant est unique, chaque enfant est exceptionnel. Il faut probablement réfléchir à lui offrir sa parole. Tout à fait, donc vous l'avez dit, les enfants sont des personnes qui ont des spécificités, des fragilités, certaines fragilités. Ils sont surtout fragiles et sujets à plusieurs types d'agressions. Alors, quelle est la meilleure manière de les protéger ? La vulnérabilité, oui, ils sont vulnérables, ils sont petits, ils ne savent pas dire non, stop, ils ne savent pas dire ça, Vous savez, un enfant, même s'il vit situation de deuil, même s'il perd les personnes les plus chères autour de lui, n'a pas la capacité de ramasser ses émotions pour vivre la joie et la douleur. Mais voilà, on peut le retrouver dans son coin, il peut jouer, il peut effacer tout, il peut refouler quelque part quelque chose, mais ça sera vraiment visible dans son comportement. Comment le protéger ? Vous savez que l'Algérie a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ça, je crois que si on revient aujourd'hui à la veille de la festivité de la Journée mondiale de l'enfant, probablement dire que la journée, la vraie date de la célébration de la Journée mondiale, c'est le 20 novembre 1989, là où tous les pays, tous les nations, ils ont contribué à créer le texte comme ça, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce qui nous intéresse, nous, Algériens, c'est que ça a été ratifié le 19 décembre 1992, un événement, une date exceptionnelle, dans laquelle, voilà, il y a quelque chose dans le texte de loi qui fait que je n'ai pas le droit. Il y a quelque chose comme ça qui fait que l'enfant a ses propres droits à un nom, à nationalité, à l'éducation, à tous ses droits. Mais aussi, ça a été aussi renforcé par le texte, la loi 1512 relative à la protection de l'enfance. Aujourd'hui, en Algérie, depuis 2015, un enfant, il a un texte de loi qui le protège, qui protège sa vie privée, son identité, protège son contexte familial, il le protège de la maltraitance, de l'harcèlement, de tout ça a été bien défini dans un texte de loi et c'était le 15 juillet. Alors aujourd'hui, voilà qu'on fête la journée mondiale, mais le vrai événement pour l'enfant algérien sera le 15 juillet dans lequel on va le fêter tous ensemble pour revenir à ces situations. Je crois qu'aujourd'hui, si on sensibilise, si juste on souligne l'importance de ces dates, événements, et puis le texte de loi, ça nous permet, nous, adultes, de comprendre que voilà, un enfant, ce n'est pas un objet, ce n'est pas, voilà, dire tu ne comprends pas, tu ne sauras jamais parce que tu es petit, que tu n'as pas la capacité de faire. Écouter un enfant, c'est construire avec lui, c'est co-construire un noyau familial et c'est vraiment l'inviter à pouvoir dénoncer quelque chose là où pendant très longtemps dans le silence tabou, dans nos traditions, dans le non-dit, ça a été vécu comme harcèlement, comme abus sexuel, comme maltraitance, comme beaucoup de choses comme ça qu'aujourd'hui probablement qu'il faut lever ce voile et aider ses enfants. Tout à fait, à construire la société de demain. Alors Aïda Machri, vous êtes membre de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail qui est mené en ce moment sur le terrain? Vous représentez cet organe aujourd'hui. Absolument, absolument. Énorme, énorme. Si je m'arrête juste par rapport aux festivités, moi je dirais que les festivités ont commencé aujourd'hui déjà par la visite du service de la pédiatrie au niveau de l'hôpital de Baïnem, donc accompagner les enfants malades, les enfants différents aussi dans l'organisation des ateliers autour de l'autisme, c'était aussi une démarche. Le lancement aussi de la deuxième édition du concours de dessin, du conte et du chant pour vraiment, sous le slogan de la participation, permettre à l'enfant de créer son propre discours, son propre, je dirais son propre texte pour pouvoir vraiment le chanter, le dessiner, le communiquer aux autres, suivant sa pensée. Je crois que ça, suivant la réussite de la première édition, cet événement va nous permettre quand même de regrouper tous les Algériens de différentes wilayas, étant donné qu'on a le numéro vert comme ça qui peut regrouper aussi le territoire
territoire national, donc c'est une richesse extraordinaire. On va dire que les festivités qui vont se dérouler demain vont inviter les enfants différents, mais aussi les enfants artistes à contribuer pour pouvoir vraiment lever le voile et puis permettre à l'enfant lui-même de participer. Ça, sans citer tout ce qui est formation, tout ce qui a été organisé auparavant et qui sera au bénéfice de l'enfant, bien sûr. D'accord, alors vous avez parlé du dispositif de la protection des enfants à travers le numéro vert, le 1111. Rapidement, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour protéger nos enfants? Eh bien, le numéro vert, comme j'habite dedans, je connais un tout petit peu, ce n'est qu'un outil pour pouvoir vraiment, le plus important c'est de dénoncer. Le numéro vert, c'est juste un moyen pour pouvoir vraiment dire, dans un contexte très ciblé qui est de protéger l'identité personnelle, de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais maintenant, il y a le numéro, le site web de l'organe national, il y a le courrier vers l'organe national aussi, à Les spécialistes. Les spécialistes qui écoutent, beaucoup d'autres modalités pour permettre vraiment à cette, on va dire, à la dénonciation, à la culture de dénonciation de s'installer. Ça ne regarde pas l'autre, ça nous regarde tous. L'intérêt de l'enfant nous regarde tous. Très bien, on finira sur ces belles paroles. Merci à vous, Aïda Mechri. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Donc, on vous retrouvera à lundi prochain. Inch'Allah. Très belle journée à vous, bel événement. Merci à vous. Très bien. Alors, le numéro vert, je vous propose de suivre ce reportage de Leïla Benricha qui revient sur ce numéro vert, le 1111, spécialement dédié à la protection des enfants. Il a été mis en place par l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. Regardez. Pour faire face aux situations d'atteinte aux droits de l'enfant, l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance a mis en place une cellule de dénonciation avec un numéro vert au service de l'enfant. Voilà, on pourra dire que le numéro vert, c'est un numéro vert gratuit. Et c'est conformément à la loi, à l'article numéro 19 du décret numéro 16-334 relative à l'organisation et la construction de l'organe national de la protection et la promotion de l'enfance. Ici, dans cette cellule de dénonciation, des centaines d'appels sont recueillis chaque jour et traités de manière à faciliter l'intervention sur le terrain. C'est là où on recueille un peu les appels des enfants en difficulté, mais aussi des adultes et toute personne qui peut être témoin d'une situation, bien sûr, de danger ou situation difficile qu'ils peuvent vivre. Et je dirais que là, on accueille les informations directement de ces citoyens. Ces informations, bien sûr, seront traitées je dirais, c'est un travail, toute l'équipe qui sont là à présent, c'est des professionnels aussi qui accompagnent les personnes qui appellent, c'est des juristes, c'est des psychologues, c'est des médecins qui ont la capacité et la formation pour pouvoir accueillir l'information, faire un traitement sur l'information elle-même afin de travailler un tout petit peu les demandes et les différentes situations d'enfants en danger, mais à partir de là, on fait le lien avec tout le service et la direction de la protection de l'enfance afin de pouvoir trancher et voir quelles sont les modalités d'intervention pour pouvoir intervenir sur le terrain et puis retrouver ou aider l'enfant directement sur les lieux. Outre les appels du 1111, la cellule traite des dénonciations acheminées par d'autres voies. Et si on avance le numéro vert gratuit, le 1111, ce n'est qu'une modalité, un outil quand même qui facilite le premier contact. Mais je dirais, ça ne se limite pas à ça. Il y a le site web bien sûr de l'organe national de la protection et promotion de l'enfance, là où il y a toutes les modalités sur le courrier électronique qu'ils peuvent nous envoyer bien sûr les données, sachant bien que tous les données pourront rester dans l'anonymat. Ça veut dire que ça concerne des situations individuelles qui sont protégées, là où les professionnels peuvent intervenir par rapport à ces situations difficiles. Mais aussi, on a le courrier ordinaire, là où les gens peuvent envoyer des lettres avec des données, mais on peut en même temps recevoir les familles en détresse, recevoir les familles en difficulté. Le 1111, un numéro simple à retenir pour que tout enfant en situation difficile puisse faire entendre sa détresse et demander de l'aide.
Allez, on s'intéresse à présent à la formation professionnelle, au métier de la formation professionnelle, plus précisément à ceux liés à la réparation en aval. Pour nous en parler bien, nous avons avec nous le directeur de la formation professionnelle, formation et enseignement professionnel à la Wilaya de Boumardès, Sadaq Saadna. Bonjour. Bonjour madame, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté d'être parmi nous ce matin, c'est important. Alors l'Algérie est décidée à moderniser sa flotte de bateaux de pêche et même de produire des bateaux localement chez nous. Et le secteur de la formation professionnelle s'adapte quelque part à ces nouvelles ambitions. Très bien madame, donc dans le cadre de la convention cadre qui a été signée entre les deux départements ministériels, à savoir la formation et l'enseignement professionnel et le ministère de la pêche, pour la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions, en particulier la construction navale. Nous, au niveau de la Wilaya de Boumardès, nous avons consacré tout un établissement de la formation professionnelle qui est situé à Zemouri, c'est-à-dire une ville côtière, dédiée uniquement aux spécialités de la pêche. Et nous avons consacré un important dispositif avec un important nombre de spécialités dédiées à la construction navale, surtout qu'au niveau de la zone de Zemouri, nous avons un certain nombre de partenaires publics et privés qui sont spécialisés justement dans la construction navale. Donc nous avons privilégié le mode de formation par apprentissage, c'est-à-dire la formation alternée. Oui. Cette formation, c'est-à-dire il va passer 80% de formation en entreprise, c'est-à-dire au niveau de la construction navale, et les 20% restantes, ce sera la formation théorique qui est dispensée au niveau de l'établissement de formation professionnelle. Donc le but escompté pour la prise en charge des besoins réels en matière de formation pour la branche de la construction navale. Donc nous, dans le cadre du plan d'action qui a été arrêté par notre département ministériel, et en particulier par la Wilaya de Boumardès, en compagnie et c'est-à-dire en collaboration avec nos collègues de la pêche. Donc il y a 3 actions élémentaires. La première action, ce sera la formation initiale, c'est-à-dire la formation de jeunes qui veulent se former dans les branches de la pêche et en particulier dans la construction navale. Le deuxième volet, c'est la formation présentielle ou résidentielle intramuros qui se déroule en totalité au niveau de la structure de formation, c'est-à-dire au niveau du CFPA. Et le troisième volet, c'est la formation continue. Cette formation continue, c'est la prise en charge dans le cadre de la formation et le perfectionnement des travailleurs déjà en milieu professionnel, que ce soit au niveau de la construction navale ou au niveau du port c'est-à-dire des 3 grands ports, que ce soit Délis ou Cap Janet ou Zemouri. Donc, une formation très complète. C'est une formation tout à fait complète, voilà. Tout à fait. Alors, Sadaq Saadna, monsieur, vous restez avec nous. Direction l'extrême est du pays, plus précisément à la Wilaya d'Al Taraf, où l'activité de l'aquaculture et de la pêche sont en pleine vogue de ce côté-là. Ariles Ould Hamouda, notre reporter, est allé sur place à la rencontre des frères Fleh. Donc, ils sont armateurs de formation. Je vous propose de suivre ce reportage et on se retrouve juste après. Tout au bout de l'Algérie, au nord-est plus exactement, à Taraf, une wilaya qui dispose de 90 km de côte, une terre de marins, d'équipage et d'ambition. Ici, nous sommes dans l'un des rares, voire le seul atelier de construction et de réparation navale de la région d'At-Taraf. Une activité qui passionne les frères Fleh. Ils ont longtemps travaillé à l'étranger en tant qu'armateurs et constructeurs de bateaux, en Italie, en Espagne et en Tunisie. En 2017, Mustapha jette l'ancre et s'installe dans sa ville natale pour répondre à la demande croissante pour les bateaux de pêche et de plaisance dans cette région. درنا المشروع هذا في اطار دعم وتجهيز تشغيل الشباب في ولايه طرف مستفيدين من الدعم وحنا خدمنا في ولايه طرف هنا خدمنا لي باطو قبل الكوفيد كانت خدمه ماشيه مليحه بها حنا خيرنا الصنعه هذه خاطر مع قطاع الصيد البحري ما عندوش اسطول جاهز للصيد بهذا النوع الريزين لا ماتيري نخدموا بها سي ريزين كومبوزيت افيك لا فيبر هذا ستا مشروع جديد جبنا حنا لولايه الطرف خدمنا عليه في الخارج كرينا حنا اللونغار هذا كرينو بيسك هذايا اجرينو
ما كانش هكذا خدمناه فهمت. تسمى الانفستيسمون اللي حطيناه حنا 3 فوا ولا 4 فوا البري تاع الدعم اللي ديناه من عند الكناك، غير باش نوقفوا على رجلينا ونخدموا. الدعم تاع الكناك هذا اللي استفدنا منه راهو حوالي 650 مليون، وحنا نطلبوا من الكناك دركا باش يزيدوا نديروا التوسعه في الانجاز تاع المشروع، باش نكبروا المشروع باش نعاودوا نستقطبوا عمال اخرين. Un moulage en résine et fibres de verre. La construction de ce bateau de 13 mètres nécessite environ 3 mois de travaux. Bien évidemment, si tous les équipements sont disponibles, la main-d'œuvre aussi. قطاع بناء السفن المشكل الكبير في المحركات. المحركات راهي ما كانش، وطلبنا من مديريه الصيد البحري في الطرف مع تنسيق مع مدرسه التكوين المهني باش يخصصوا لنا فرع للنشاط هذا تاع صنع بناء وصنع السفن. نورمالمون راهم وجدوه العام هذا، العام الجاي يخرجوا يبعثوهم انا ندير لهم فورماسيون فهمت. باسكو حنا شاك بروفيسيونير يتبعوه 4 مانوفر 4 مانوفريه، شاك بروفيسيونير عنده 4 مانوفريه. كي يبعثوا لنا 10 بروفيسيونير احسن قداش نعمل تولي معاه تبع، وهذوك لي مانوفر يتعلموا يديو الصنعه مع البروفيسيونيل، وهكذا يكبر المشروع وتطور فهمت وتمشي الخدمه. باسكو ولاية الطرف ما فيهاش الشرق كاميرا وما كانش اللي يخدم لي باطو هذوك. دابا حنايا تكون عندنا وثائق اللي نبينوا بها باللي رانا خدامين، عندك ديبلوم عندك وثيقه. بصح هكاك حتى كي تروح لشونطي واحد اخر تقول له راني خدام ريزينال يقول لك اعطيني وثيقه، ما عندكش. كون ما كانش الناس اللي التسهيلات يعرفوه هذا شاف باطولي هذا شاف شونطي هذا كذا، ما عندكش كيفاش تخدم نتايا. وحنا هذا هو القوت تاعنا. L'atelier des frères Fellah, une pépinière des métiers de la mer, qu'on espère sera à la hauteur des attentes des armateurs et pêcheurs de la côte Est. Al Taraf, donc une wilaya qui dispose d'un important potentiel halieutique et aquacole également. On remercie en tout cas notre journaliste reporter Arives Ould Hamouda qui était du côté de la wilaya d'Al Taraf. Alors, monsieur Sadek Saadna, il existe beaucoup de chantiers navals? Tout à fait, oui. C'est pratiquement une branche en pleine extension. Oui. Au niveau, nous avons donc des leaders dans le domaine à travers donc, la zone de Zemouri. Et justement, il y a beaucoup d'investisseurs maintenant qui commencent dans la mesure où c'est un créneau porteur et ils rentrent dans le cadre de la stratégie nationale. Et nous avons pris donc l'initiative à travers notre ministère et notre direction par le biais justement de ce partenariat avec nos frères de la pêche, dans la mesure où nous avons d'abord arrêté un plan d'action donc annuel et pluriannuel de prime abord, ils ont exprimé leurs besoins en formation. Il y a des spécialités que nous disposons actuellement au niveau de nos structures. Il y a d'autres spécialités qui ont été demandées et que nous sommes pratiquement en phase finale donc, de mettre en place donc, les dispositifs de manière à former le plus de jeunes possible dans ces spécialités. Donc nous avons des spécialités comme de nouvelles spécialités, on est d'accord. Il y a des spécialités et il y a des nouvelles spécialités qui ont été demandées par la pêche. Donc je peux citer à titre d'exemple l'installation et l'entretien des circuits de refroidissement à bord, l'installation et l'entretien des circuits hydrauliques à bord, donc l'installation et l'entretien des équipements de froid à bord, l'installation et l'entretien des équipements d'aide à la navigation à bord, la peinture marine, et puis nous avons certaines spécialités actuellement qui existent déjà et qu'on doit renforcer, à savoir la menuiserie maritime, le soudage, la chaudronnerie, l'installation et l'entretien des appareils de froid et climatisation, la mécanique et réparation des bateaux de pêche et de plaisance, l'aquariophilie, etc., etc. Aussi, donc, dans le cadre, vous savez que c'est une spécialité qui est en voie de pratiquement d'expansion avec de nouvelles technologies. Oui. Ce n'est plus les anciens bateaux à base de bois et menuiserie de bois. Maintenant, c'est la fibre de verre, c'est la résine, donc c'est de nouvelles conceptions. On essaie de s'adapter justement à la nouvelle technologie de manière à ce que, par exemple, chez nous à Bomerdens, nous sommes en train justement de se préparer de manière convenable et efficace pour essayer, donc en collaboration avec nos collègues de la pêche, pour former. Donc nous insistons sur la formation donc, par apprentissage, parce que c'est la formation
qui est pratiquement la plus adéquate, surtout dans le domaine de la pêche, avec nos collègues donc investisseurs de la région. Et pour les spécialités, parce qu'il y a ce qu'on appelle les spécialités directes et indirectes. Pour les spécialités indirectes, telles que l'électromécanique, la mécanique navale, etc., ce sont des spécialités qui existent déjà chez nous. Et actuellement, il y a chaque année pratiquement plus de 200 jeunes qui sortent de nos établissements diplômés en direction justement du marché de l'emploi. Qui trouvent du travail sur le marché. Carrément sur le marché, donc local et régional. Très bien. Rapidement, Monsieur Sadek Saadna, le secteur de la réparation navale pourrait être un véritable secteur d'investissement pour les jeunes porteurs de projets. Tout à fait, dans la mesure où nous avons la chance au niveau de la wilaya de Boumerdès d'avoir une zone d'activité dédiée à la pêche. Elle est l'unique au niveau national. C'est une zone d'activité où il y a plusieurs investisseurs qui ont investi dans le domaine, et en particulier dans plusieurs domaines de la pêche, et en particulier dans la construction navale, où les pouvoirs publics sont en train de donner cette encourager justement ce genre d'investissement. Il faudrait l'encourager encore plus. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Sadek Saadna. Je rappelle que vous êtes directeur de la formation et de l'enseignement professionnel au sein à la wilaya de Boumerdès. Belle journée à vous. Merci à vous-même, merci. Alors, toute autre chose à présent avec cette exposition sur les arts de la céramique, un sujet qui a été réalisé par Nessiba Diaidir. On se retrouve juste après. Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, la céramique d'art est à l'honneur. À la fois décoratif et utilitaire, des objets dans l'air du temps. Des objets signés par des artisans d'Alger et d'autres régions d'Algérie. Des artisans qui ont sélectionné leurs meilleurs produits pour la circonstance. Des produits artisanaux qui mettent en valeur notre patrimoine culturel. Riche et diversifiée, cette exposition nous invite à découvrir le savoir-faire de ces artisans. J'adore les couleurs. Je prends du plaisir à jouer avec mes couleurs. J'essaye de donner du bonheur avec ce que je fais. Je travaille sur le patrimoine. J'essaye de le développer, de l'actualiser. Je m'inspire de tout ce que nos ancêtres nous ont laissé comme trésor. De vocation, je suis artiste peintre à l'origine, mais dès qu'il y a eu le grand boom de la céramique en Algérie, j'étais parmi les premiers à exercer, à pratiquer cette activité. À chacun son inspiration et ses coups de cœur. Ces objets en céramique se déclinent sous différentes formes. Des formes et des couleurs qui évoluent en harmonie. Façonnés avec beaucoup de passion, ce sont des pièces uniques. Des pièces signées et produites en atelier. Chacun de ces artisans a sa petite touche personnelle. Un jeu de matières et de couleurs qui dévoile bien des talents. Je fais de la céramique depuis 47-48 ans. Et dans ces années-là, j'ai profité à Médéa pour lancer cette activité en 1973. Et à partir de là, j'ai ramené les meilleurs artistes de Médéa. C'est des calligraphes, c'est des professeurs de dessin qui sont venus dans mon atelier pour apprendre le métier. Puis j'ai été inspiré par les arts musulmans, le mauresque. Puis j'ai vu que tout le monde faisait la même chose, le mauresque. J'ai essayé de donner une autre touche, plus ou moins contemporaine, avec les moyens de bord. Pendant le confinement, j'ai pris quelques feuilles et fleurs de mon jardin et j'ai fait une nouvelle technique, l'impression avec une fleur sur la pâte ou une feuille, soit de figuier, soit de n'importe quelle feuille qui donne l'impression sur la pâte. Dans cette randonnée colorée, bien des émotions à partager. À ce matériau ancestral, des artisans insufflent une dynamique conceptuelle. Une sensibilité, un savoir-faire, tout en portant cet art vers un horizon contemporain. Les artisans ont mis en regard leurs produits artisanaux. Dans une belle scénographie visuelle,
L'équipe d'animation du palais a donné une nouvelle dimension à tous ces objets. Le Palais de la Culture, principal organisateur de cet événement, tant attendu par les exposants. Ce sont les grandes retrouvailles. Les grandes retrouvailles, pourquoi? Parce que c'est la plus grande rencontre de céramistes depuis 1998. Et tous les espaces du palais de la Culture sont dédiés à cette exposition. Ce qui me concerne, je fais toujours en sorte de jouer sur la finesse du travail, sur des couleurs peut-être qui me sont un peu propres, mais qui ne me sont pas propres à 100% parce que moi je m'inspire beaucoup de l'art méditerranéen et de l'art musulman. Ces deux sources d'inspiration font en sorte à ce que moi j'aboutisse à un résultat qui est le mien et que vous voyez ici exposé au salon. Le temps d'une exposition pour présenter toutes ces créations. Les visiteurs ont pu découvrir la richesse de cet art et les différentes techniques utilisées. Dans cette action culturelle, des rencontres et des échanges. Une action culturelle qui a pour objectif de promouvoir l'artisanat et d'encourager la créativité. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Transition toute faite pour accueillir notre invité Karim Haddaoui. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va, merci. Alors vous êtes céramiste d'art, on vous a bien vu tout à l'heure dans le reportage réalisé par Nassiba Diaidé, notre collègue. Alors, vous avez participé à cette exposition, au bout de laquelle, l'exposition au bout de laquelle vous avez été honoré par la ministre de la Culture. Oui, félicitations. Enfin, on m'a attribué un trophée, à l'instar des anciens de la céramique qui ont joué un rôle pour la promotion de cette spécialité. En effet, j'ai participé, comme vous l'avez vu, à cette exposition. Et j'ai participé largement dans la salle réservée aux céramiques ayant le style art musulman et andalou, et j'ai participé aussi dans une autre salle qui avait abrité des céramiques pouvant être utilisées dans le domaine du bâtiment. Voilà. Très bien. Alors, Karim Haddaoui, diplômé des Beaux-Arts, professeur de dessin il fut un temps, ex-président de la Chambre de l'artisanat et des métiers d'Alger. À travers votre art, eh bien, vous exprimez tout votre talent. Comment et pourquoi s'être orienté vers cet art en particulier? Vous savez, la céramique, c'est une spécialité très attrayante. D'abord, pour le commun, l'objet de céramique est attrayant. Oui. Par le fait que la céramique a des couleurs spécifiques. C'est des émaux qui sont cuits à très haute température et qui donnent un effet que ne peut pas avoir une autre matière. Donc, ceci dit, la céramique a toujours envoûté à travers les âges. Et il est en effet que la céramique est un produit dit fragile. Oui, forcément. Forcément. Mais c'est un produit qui traverse les siècles. Oui. On retrouve des céramiques ayant des millénaires. Donc, les collectionneurs ont joué un grand rôle dans cette transmission d'objets de céramique de génération en génération. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la céramique, aujourd'hui à l'instar bien sûr des époques passées, a un attrait particulier. Et où est-ce que vous trouvez votre inspiration justement pour réaliser toutes vos œuvres? Moi, c'est une question de feeling. Pas de feeling d'abord. Avant d'arriver au feeling, c'est une question de spécialité. Par exemple, moi, quand j'ai fait mes études aux Beaux-Arts, je me suis spécialisé dans les arts appliqués. Oui. Et les arts appliqués, c'est un peu les arts enluminure, décoration ornementale, style art musulman, style andalou, calligraphie, ainsi de suite. Donc, ceci dit, ça c'est ma formation initiale. Et je travaille beaucoup parce que vous savez, dans n'importe quel style, ce qui est fait aujourd'hui n'est pas ce qui va être fait dans quelques temps. Et ça n'est pas aussi ce qui a été fait auparavant. Exactement. Donc tout est relatif.
Donc là, c'est mon domaine. J'essaye de faire au mieux afin de réaliser les plus beaux objets possibles à travers leur finesse, à travers leur nouveauté aussi. Donc c'est ce qui fait que je sois primé dans certains concours, dans certaines expositions, et même à l'instar de l'Algérie, enfin même à l'étranger. Vous avez porté haut et fort les couleurs de l'Algérie. Est-ce que vous continuez à participer à ce genre d'exposition, de foire internationale? Depuis le Covid, vous savez que tout est... On oublie le Covid là, non? On met de côté. On met de côté. Je suis quelqu'un qui expose beaucoup, en Algérie et à l'étranger aussi. En Espagne, par exemple, j'ai exposé plusieurs fois. Oui. En France... La céramique algérienne marche à l'étranger? La céramique algérienne marche chez les spécialistes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un penchant vers cet art ornemental. C'est-à-dire que ça, c'est le potentiel client du céramiste algérien. Elle marche aussi en parallèle pour la réalisation et la décoration des espaces intérieurs et extérieurs des édifices. Donc, ceci dit, elle a aussi un marché. Mais comme c'est un style art musulman, il est beaucoup plus dédié aux espaces ayant attrait à un style mauresque, même s'il est contemporain. Très bien. Alors, Karim Hadaoui, comme dans tout métier, il y a forcément des contraintes. Hein. Oui. Alors, quelles sont celles auxquelles font face les céramistes en Algérie, en tout cas les céramistes d'art en Algérie? Vous savez, la céramique est varie. Ça veut dire que ça dépend de quel céramiste vous parlez. Vous, on va parler de vous. Voilà. D'accord. Quelle peut être la contrainte de quelqu'un qui est actif dans un domaine? C'est-à-dire que vous avez, il vous faut du matériel pour pouvoir produire. Après le matériel, il vous faut de la matière première pour pouvoir produire. Après la matière première, il vous faut affiner votre produit afin qu'il soit commercialisable. Donc il faut chercher le marché où il faut écouler ce produit. Donc c'est une chaîne. Tout en pensant à l'image. Bien sûr. Après l'image, elle se façonne. Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, je suis parti d'un principe où tous ces titres que vous voyez me servent en quelque sorte pour la commercialisation. C'est-à-dire que je suis reconnu en tant que tel par mes pairs. Donc c'est un avantage. Auparavant, c'était moi, par exemple, qui importais mes matières premières. Il n'y avait pas d'importateur, c'est des matières spécifiques. C'est-à-dire que dans la céramique, on peut travailler avec les matériaux locaux. Mais les matériaux locaux ne nous permettent pas d'avoir ces produits avec une blancheur nette, avec le kaolin. Il existe en Algérie, mais il n'est pas traité. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler avec. Ici, on peut travailler avec de la terre rouge, oui. On peut obtenir de beaux objets avec la terre rouge. Mais si on va vers un stade un peu plus élevé qui est le raffinement du kaolin et tout ça, et automatiquement, il faut l'importer, faute du fait que il n'est pas traité en Algérie. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais il faut qu'il soit traité. Et le problème, là, où est-ce qu'il réside? C'est que pour traiter cet argile, il faut de gros moyens. C'est-à-dire ce kaolin, pour qu'il soit traité et prêt à l'emploi, comme c'est le cas pour le kaolin qu'on importe. Pour qu'il soit traité, il faut une grosse unité, donc c'est à coût de milliards. Et quand vous mettez en place une unité comme ça, la production, elle est d'une certaine quantité. Ça veut dire que vous avez plusieurs tonnes par jour de produites. Ça se compte en dizaines de tonnes. Mais le marché n'absorbe pas cette quantité. Donc ça n'est pas rentable pour l'investisseur. Et c'est pour ça que pour un premier temps, nous l'importons. Et ce n'est pas moi directement qui l'importe, comme c'était le cas auparavant, c'est j'achète ça chez des importateurs spécialisés dans ce domaine. Alors, comme pour ce qui est de la céramique de contrefaçon importée d'Asie, parfois même de pays limitrophes, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger la production nationale de céramique contre cette concurrence totalement déloyale? En effet, elle est déloyale, chez nos voisins, bien sûr, la leur est protégée. Oui. Je vais vous dire, à titre d'exemple, moi j'ai pris part à une exposition au salon de la création artisanale à Tunis, ce qui sont nos voisins, nos frères et tout ça. Eh bien, figurez-vous qu'à la fin de l'exposition, j'ai dû payer 50% avant de quitter la foire déjà, de taxes sur les produits vendus. Alors 50%. Ce n'est pas le cas de vos voisins. Je ne compte pas
je ne compte pas le transitaire, je ne compte, enfin, mis à part tout ça, vous avez, ça c'est fait pour protéger leur artisanat. C'est-à-dire que pour que vous ne soyez pas bon marché par rapport à eux. Et là, on devrait penser peut-être à... Donc vous avez eu à souffrir quelque part de cette concurrence? Non, je n'ai pas souffert, mais je veux dire que j'ai remarqué que eux protègent leur artisanat. On devrait faire la même chose. On devrait, bien sûr. C'est une sorte d'appel en tout cas. C'est-à-dire que quand vous trouvez des articles provenant de Chine à des prix, bon, c'est vrai que la qualité n'est pas la même du tout au rendez-vous, on le dit. Mais parce que les articles chinois, vous êtes honnête peut-être, les articles chinois, lorsqu'ils sont faits par les céramiques, hein, je parle de ça. Ah oui, la qualité est impeccable. Ouais. Quand les céramistes, les noms de la céramique chinoise font des œuvres, quand on fait l'équivalence, il n'y a pas de vase de moins de 80 millions. Oui. Chez nous. Voilà, c'est énorme. Alors, Karim Hadaoui, en matière de transmission, où en est la formation pour les céramistes d'art en Algérie? Est-ce qu'elle est bonne, la formation déjà? Vous savez, il y a plusieurs manières de former un céramiste. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'école supérieure de beaux-arts. Le chemin classique, voilà, l'école. L'école supérieure de beaux-arts qui forme des céramistes, enfin qui a une spécialité céramique en fin de parcours. Donc il y a des gens qui se spécialisent, ils font le tronc commun bien sûr, en beaux-arts, vous savez, de spécialité artistique, et en fin de parcours, ils peuvent opter pour la céramique. Donc c'est une spécialité. Donc il y a des beaux-artistes qui aujourd'hui sont sur le marché de la céramique algérienne. Ensuite, ces beaux-artistes, j'en fais partie, en formé aussi. Bon, moi, ça fait longtemps que j'ai été diplômé, donc j'ai eu le temps d'ouvrir mes ateliers, de prendre des apprentis et de les former. Et aujourd'hui, ils sont sur le marché, ils travaillent à leur compte. Super, ils vont à leur tour former. Ils forment à leur tour et ils ont même exposé en parallèle avec moi au salon. Ça a été un plaisir pour moi d'être côte à côte avec mes anciens élèves. Donc ça c'est le côté formation. Bon, le côté formation, moi c'est un peu mon apanage puisque j'ai commencé déjà à être professeur de dessin. Mais la relève, on peut dire qu'elle est assurée en Algérie? Je pense que quand on visite l'exposition qui a eu lieu, quand on a visité, je veux dire l'exposition qui a eu lieu au Palais de la Culture, on se rend compte qu'il y a des jeunes qui font des choses extraordinaires. Oui. C'est-à-dire une qualité, une recherche et tout ça. Donc il y a tout lieu d'être optimiste pour l'avenir de la céramique en Algérie. Et je dois souligner qu'en Algérie aujourd'hui, il y a un potentiel énorme. C'est-à-dire que les céramistes sont arrivés à un niveau de qualité tel que ils n'ont rien à envier à tout ce qui se passe dans la céramique mondiale. Il faut saisir peut-être cette opportunité. Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Malgré les difficultés. Ça veut dire, moi je parle au point de vue qualité. Ça veut dire que quand, je sais pas, ne serait-ce qu'en se référant au vecteur que vous avez réalisé, regardez la variété d'objets, la variété de recherches. Vous savez, notre patrimoine est riche. Et les céramistes puisent dans ce patrimoine. Vous pourriez trouver des céramiques inspirées du tapis national, des céramiques inspirées du berbère. Maintenant, parler du mauresque et de l'andalou, ça c'est commun. Tout à fait. Voilà. Alors, Karim Hadaoui, donc premier prix au concours national des arts appliqués en 90, premier prix au Salon national de la céramique en 98, Alpha d'or au Sévider, je prononce bien? Sévider de Valencia. Sévider de Valence veut dire la foire de la céramique et du verre en Espagne. Très bien. Et prix du meilleur produit décoratif, Salon national de la céramique en 2013, ainsi que celui-ci, le premier trophée, donc honoré par le ministère de la Culture. Qui m'honore par le ministère, par la ministre de la Culture, à l'instar bien sûr de certains de mes confrères qui sont très anciens dans le domaine. Très bien, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui Karim Hadaoui, donc céramiste d'art de grande renommée. Très belle journée à vous. Merci à vous. Eh bien, je vous propose à présent cet instant nostalgie, en hommage bien sûr au grand regretté Hachmi Gourouabi. On revient juste après. Ce sera la boucle plutôt. Hachmi Gourouabi, ce sera pour après. Voilà.
Allez, on passe à présent à notre rubrique pédagogie avec la belle Fela Braz. Bonjour Fela. Bonjour Nour, la Comment belle tu vas? Nour. C'est gentil. Merci. Ça va en forme? Alhamdoulilah, oui. Alors, le baccalauréat blanc, c'était la semaine dernière. Et vous êtes allé prendre justement quelques sonores, quelques réactions à la sortie des épreuves. Déjà, de prime abord, ils étaient comment? Certains étaient stressés et Oui. d'autres souriants, on va dire. Déçus? Un petit peu, parce que c'était assez difficile, mais pour certains lycéens, pas pour tout le monde. Oui. Alors, j'ai essayé, je me suis rapprochée des lycéens pour savoir comment ils révisaient, comment ils préparaient le bac, on va dire officiel, parce que le bac blanc, c'est un tremplin. C'est pour s'exercer, se mettre dans le bain, dans les conditions du baccalauréat qui se tiendra le 20 juin, qui commencera le 20 juin prochain. Et chacun avait... je voulais savoir comment ils révisaient. Est-ce qu'ils révisaient en solo? Est-ce qu'ils révisaient en groupe? Est-ce que c'est mieux de réviser en groupe? Comment est-ce qu'ils arrivaient à déstresser? Est-ce qu'ils révisaient dans un lieu fermé, en plein air? En fait, quand chacun avait son avis. Et l'idéal, c'est de déstresser. On pourra donner tout à l'heure quelques conseils. Comment se préparer? Comment réviser, en fait, pour mieux se préparer pour le baccalauréat? Et surtout, à chacun sa façon de réviser, de préparer cette épreuve. Chacun sa façon, c'est-à-dire qu'il y a certains qui prennent des cours particuliers, il y a certains qui se retrouvent en groupe, certains qui veillent, d'autres préfèrent réviser chez eux tout seuls, on va dire solitaire, à la maison, à la bibliothèque ou à la maison. Et puis il y a le rôle des parents également, parce que les parents, comme avait dit hier le rédacteur en chef, qui stressent et qui véhiculent leur stress à leurs enfants. Oui. Un enfant lycéen, déjà, c'est une épreuve assez difficile, pas difficile. Le fait qu'on compte que les notes du baccalauréat, c'est assez difficile pour certains, parce que même s'ils aient bien travaillé durant les 2 trimestres, parce que cette fois-ci, il n'y a eu que 2 trimestres, ce n'est pas pris en compte. Et puis, comme l'avait dit un certain lycéen, je trouvais que c'était sensé, il m'avait dit, même si c'était facile durant le bac blanc, mais ça ne sera pas compté, les notes ne seront pas comptées pour avoir... Ça ne l'intéresse pas? Non, ça m'intéressait pour savoir quelles étaient les conditions, parce que le baccalauréat, on sait très bien, nous avons notre carte d'identité, on doit la ramener, on est seul à table, on va rencontrer d'autres lycéens. On passe pas le baccalauréat dans le même établissement, on le passe ailleurs. Et puis on retrouvera d'autres lycéens, certains qui ont refait leur bac par exemple vont retrouver d'autres qui vont le refaire également et se retrouver après avoir essuyé un échec l'année dernière. Ce n'est pas réellement facile, mais le plus important, si on révise toute l'année, les révisions, on va en parler dans un instant, les révisions c'est toute l'année, on ne peut pas réviser la dernière minute, sauf si c'est un coup de chance, et puis ça marche pour quelques-uns, je me rappelle, il y avait quelques-uns qui n'ont pas révisé toute l'année, et puis c'est une question de connaissance, de culture générale. De chance aussi, par rapport au sujet qui est tombé ou pas. Oui, beaucoup de chance, parce que nous avons, dans le temps, comme il n'y avait pas Internet, on avait les annales qui se vendaient, et puis on achetait, on refaisait les sujets, on essayait de se corriger, et puis les cours particuliers n'existaient pas avant. C'est-à-dire que si je fais un sujet, j'essaie de répondre. Si c'est faux ou juste, après je dois avoir la solution. Mais sinon, pour comprendre la règle, faut-il la comprendre tout seul? Faut-il aller voir son professeur à la maison? S'ils sont à la maison, ils ne sont pas en vacances, mais en congé, mais simplement, faut-il retrouver le professeur à l'école? C'est pas aussi facile. Mais maintenant, il y a Internet, ça facilite beaucoup la vie. Tout à fait, donc c'est un reportage qu'on va regarder dans quelques instants. Alors, juste pour revenir au stress des parents, les parents qui communiquent le stress à leurs enfants, il y a aussi un autre cas de figure dont on doit parler. Alors, c'est les parents qui suivent de très près toute l'année leurs enfants, qui sont stressés toute l'année, et juste avant l'épreuve, ou la semaine, la période du baccalauréat, là, ils ne sont pas du tout stressés, et ça stresse l'enfant. Ils se disent, ah tiens, il ne stresse pas, c'est qu'il y a lieu de stresser. Non, ça, j'en ai rarement vu des parents qui ne stressent pas la période du baccalauréat. Ils font semblant de ne pas stresser. Ils font semblant de ne pas stresser. Et ça stresse encore plus l'enfant. Parce qu'ils se disent, il était stressé toute l'année, et là, maintenant, il ne stresse pas. Enfin bref. L'idéal, c'est de faire comprendre à l'enfant que c'est très important d'avoir ça en baccalauréat pour accéder à l'université, aux études supérieures. Ça, c'est le rôle des parents. Mais ils devraient déstresser et se montrer cool, zen, offrir la meilleure atmosphère aux enfants pour qu'ils puissent réviser à l'aise et se dire, si on a notre baccalauréat, on va accéder à l'université. Si on ne l'a pas, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Une année, c'est très vite passé, et puis on apprend nos erreurs surtout. Voilà, et puis c'est vrai, essuyer un échec, c'est traumatisant pour certains, mais d'autres, c'est pas le cas. Mais le plus important, se préparer. Si on ne l'a pas,
ce n'est pas la fin du monde, on peut toujours le refaire. C'est tomber pour mieux se relever tout simplement. Voilà, on peut toujours le refaire ou dans l'établissement scolaire ou en tant que candidat libre. Ça existe, il y a plusieurs solutions. Mais l'idéal, c'est que les parents se préparent eux-mêmes d'abord psychologiquement et puis préparer leur enfant à faire face à cette épreuve qui est de quelques jours et puis qui est décisive pour leur destin et sort. Très bien. Alors vous, Falabras, qu'est-ce que vous conseillez? Pour vous, quelle est la meilleure manière de réviser pour le baccalauréat? Travailler ensemble pour mieux s'entraider, bien choisir son groupe, c'est important. Qui ne fasse pas reculer, mais plutôt avancer dans les révisions. Il ne faudrait pas tout le temps rire, parce que se retrouver en groupe, on peut dériver, ne pas rester concentré dans... Peut-être nommer un chef de groupe. Oui, faire des élections et nous voter sur quelqu'un. Non, le plus important, Nour, c'est de se préparer toute l'année. Le bac, ce n'est pas les révisions en fin d'année, maintenant, par exemple, avant le bac blanc, mais se préparer durant toute l'année, se mémoriser, refaire quelques exercices, et puis on a accès au professeur, on peut toujours lui demander, lui remettre quelques copies des exercices qu'on a préparés au préalable pour qu'il corrige, et puis nous donner quelques conseils. Sinon, si c'est révisé, ça dépend de la personnalité du lycéen. Réviser tout seul ou réviser en groupe, c'est un choix. Et ça dépend des matières. Si c'est quelqu'un de littéraire, je me demande, il va passer, il y a des matières qui sont essentielles, telles que la philosophie, telles que l'histoire-géographie, telles que l'arabe, l'anglais et le français. Ces personnes-là pourraient bien sûr réviser toutes seules. Mais sinon, pour les personnes qui sont dans les matières scientifiques, mathématiques ou autres, l'idéal c'est de réviser en groupe. Tout à fait. Falabras, alors vous avez réalisé un reportage, les avis de plusieurs lycéens à la sortie des examens, des épreuves du baccalauréat blanc. C'était la semaine dernière. Comment révisent-ils en solo, en groupe ou encore à la maison ou ailleurs, à l'extérieur? Regardez, on revient juste après. Le baccalauréat approche à grands pas. Comment s'organisent les lycéens, les futurs candidats, dans leur révision? On va commencer à arranger entre nous. Donc j'ai un groupe d'amis, si on a le temps, on se rencontre pour faire des révisions ensemble. Et si j'ai des cours, je révise tout seul. Bon, on révise quand les cours au lycée. On fait les cours, on fait les révisions ensemble, on fait les révisions tout seul. Il faut faire tous vos efforts pour avoir un bon bac et un bon niveau. J'essaie le maximum de réviser plusieurs matières sur le maximum. Zamalyoma aujourd'hui des sciences, le lendemain des maths, bac après des physique. En général tout seul parce qu'en groupe c'est difficile à maintenir en fait le sujet. Parce qu'on va dériver, on passe à autre chose, on va discuter, on va rire, on a du mal à tenir le sujet pour réviser. C'est difficile cette année avec le Covid, mais je pense que ça va être facile le bac techniquement vu les circonstances, les jazz de là. Réviser Inch'Allah le bac. Je révise toute seule sur YouTube. Il y a plein de profs, ils font très bien. Réviser en groupe ou en solo, à la maison ou à la bibliothèque, le choix est multiple, mais l'objectif est commun. Obtenir le sésame qui assure l'entrée à l'université. Voilà, donc les avis très divergents, on a de tout. On a de tout. Certains préfèrent réviser tout seul, d'autres en groupe, d'autres la nuit, d'autres le jour. Et le plus important, c'est qu'un lycéen qui se prépare au baccalauréat, c'est très important de préciser d'abord qu'il faudrait qu'il ait son quota de sommeil. Il faut bien dormir pour pouvoir réviser, ne pas sauter des repas, bien manger sainement, se sentir bien dans son corps. Et puis l'esprit va suivre, c'est-à-dire se défouler aussi à travers des activités peut-être physiques. Oui, il faudrait qu'il se donne le temps de récréation, sortir en plein air, marcher. L'idéal, c'est pas marcher dans la rue, mais simplement marcher en plein air, dans la forêt, par exemple, dans une forêt, à la plage, partir courir un peu, s'aérer l'esprit et le corps. C'est très important pour pouvoir après savoir si on a retenu ce qu'on a appris, ce qu'on a révisé. Maintenant, réviser en solo ou en groupe, on avait vu, si ça dérive, c'est-à-dire ça commence à rire, à rigoler, à regarder un film, ou se permettre ça pendant 5 minutes, ça passerait, mais simplement s'organiser, d'abord il faut tracer un plan de révision. Que devrais-je réviser de tel à tel? Par exemple, je commence à 8h du matin, je m'arrête à midi, je vais manger, déjeuner, casser la croûte par exemple, et par la suite reprendre les révisions après une petite sieste ou faire de la marche, revenir. Si c'est en groupe, il faudrait qu'il y ait un plan de révision, ou même en solo, il faudrait qu'il y ait un plan de révision pour savoir qu'est-ce qu'on va réviser, sur quoi on va accentuer nos révisions.
Par la suite, s'il y a des lacunes, les lycéens devraient faire appel à un professeur en particulier, pour prendre des cours en particulier, et pour pouvoir savoir est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et puis, autre chose, on avait parlé du plan, et puis pourquoi préférer les révisions en groupe? Parce que chacun a ses connaissances. L'un pourrait corriger l'autre. Ça, et comme ils sont du même niveau pratiquement, bien ça peut... C'est déjà des copains et des copines, c'est entre eux, ils se connaissent. Ils connaissent celui qui est, on va dire, plutôt assez fort dans une matière, celui qui a certaines lacunes dans l'autre. Chacun va réviser, chacun va apporter un plus. Et puis, il y a autre chose. Maintenant, la facilité par rapport dans notre génération à nous, il y a l'Internet, il y a des cours qui sont sur YouTube, on peut reprendre. Il y a des cours, il y a des exercices également, il y a des solutions. Chacun peut... des vidéos, hein. Voilà, on parlait de YouTube, voilà. Je parle de vidéos sur YouTube. C'est très important de regarder, de suivre certains cours. Si on ne peut pas faire appel à un professeur pour prendre des cours particuliers, YouTube existe et il y a la solution pour se concentrer. Et puis, j'avais dit, comme auparavant, le rôle des parents. Le rôle des parents, c'est d'apporter un soutien à leurs enfants et pas véhiculer leur stress à leurs enfants, parce que c'est très important que l'enfant se sente très bien le jour du baccalauréat. Il faudrait qu'il déstresse. Et puis, un autre conseil, il n'y a pas de révision la veille du bac. La veille du baccalauréat, c'est-à-dire le 19, ça va être un samedi, normalement, il n'y a pas de révision. La veille du bac, on va s'aérer, sortir en famille, se sentir rassuré par les membres de la famille. On ne porte pas l'épée Damoclès sur la tête, c'est-à-dire si on ne l'a pas, on sera châtié, on sera puni. Non, il faudrait que les parents rassurent leurs enfants, qu'ils emmènent un petit groupe, le groupe qui a révisé, le groupe de lycéens pourrait partir avec des adultes, par exemple, quelque part, manger dehors, passer un bon moment, rentrer à la maison, bien dormir, se préparer dans sa tête d'abord. Ça, c'est très important. Et puis, par la suite, passer... Celui qui révise toute l'année déjà, je l'avais dit tout à l'heure, celui qui aura révisé toute l'année... Il est bien plus serein que celui qui sera plus serein. Moment, voilà. Forcément. C'est l'idéal, c'est de réviser toute l'année et ne pas stresser. Certains, je me rappelle, avaient dit des lycéens que j'ai rencontrés, prenez quelques cours de yoga. Bah, c'est bien. Oui, pour mieux, on va dire, évacuer les ondes négatives et retrouver la sérénité du corps et de l'esprit pour bien faire face à l'épreuve du baccalauréat. Il faut dire que c'est vrai, c'est leur première épreuve. Que ce soit la première, oui, sa première grande épreuve. Parce qu'après la fac, il y a les partiels. Oui, en tout cas, c'est plus la même chose. Le baccalauréat, ça reste une épreuve très très difficile. Elle est très traumatisante pour certains. Même si on refait le bac, même pour une personne qui n'a pas eu son baccalauréat l'année précédente, qui va le refaire, c'est le même stress. Alors, il n'y a pas d'expérience dans le baccalauréat. Il y a la préparation. Je ne sais pas pour vous, Nour, ça s'est passé comment? Moi, ça s'est très très bien passé. J'ai pas vraiment travaillé l'année, mais je me suis pris au dernier moment. Et alors? Ça s'est très très bien passé. Voilà. C'est une question de mémoire en fait. Il suffit de très bien suivre le cours. Voilà. Et une fois que... Et ce n'est pas un conseil. J'avais certaines facilités dans mes matières scientifiques que les matières littéraires, bizarrement. Donc voilà, c'est ce qui m'a sauvé. C'est un choix. Je fais du journalisme, donc forcément. Voilà. Alors, je voulais dire simplement que maintenant, il y a les matières essentielles, scientifiques, qui sont plus... Ça dépend de la filière de l'enfant, du lycéen. Et maintenant, on retrouve des matières littéraires et scientifiques pour un élève, pour un lycéen, pas un élève, qui est de filière scientifique ou mathématique. Ce n'est plus le cas comme avant, parce qu'on se retrouve à beaucoup de matières. Les choses ont changé. Est-ce dans le bon sens ou le mauvais sens? Je n'ai pas à juger cela, mais simplement, l'enfant, il y a certains qui sont cartésiens, qui retiennent plutôt les lois, et ce n'est pas... Alors, il y a toujours des méthodes comment apprendre et retenir. Et ça commence dès le jeune âge. Dès le jeune âge, et puis sachez que l'histoire et la géographie, c'est une question... Il faut aimer. La philosophie, moi-même, j'avais beaucoup aimé, j'étais littéraire, c'était un choix, je voulais pas faire science parce que je voulais être journaliste, et j'aimais beaucoup parce que je retenais de l'histoire.
c'était un conte en fait, conte hkaya. Voilà, voilà, je précise, hkaya, c'est pas l'histoire de Tarir, mais c'est une histoire, il faut aimer et suivre les événements. Illustrer les événements à travers des reportages, des films historiques. Voilà, mais bon, dans le temps, c'était pas assez fréquent. Aujourd'hui, il y a tout. Maintenant, Avant, il y a tout, il y a plus de facilité pour les lycéens. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Et puis, faites comme on faisait avant, on prenait un morceau de sucre le matin, ça nous boostait. On disait que ça allait nous porter chance, mais c'était en fait pour avoir assez de sucre dans le corps et d'énergie pour en produire, pour faire face aux épreuves du baccalauréat. Et puis, le dernier conseil que je pourrais donner avant de vous laisser, Nour, c'est de commencer toujours par les exercices, de répondre aux questions qu'on connaît. Les plus faciles. Les plus faciles. Celles qui sont accessibles à l'enfant, aux lycéens. D'abord répondre par cela et bien écrire. L'écriture. C'est très bien de soigner son écriture parce que si c'est mal écrit, le professeur, je ne sais pas comment ça se passe pour la correction, il ne va pas trop se casser la tête pour déchiffrer l'écriture d'un enfant, du lycéen. Commencez par les questions qui sont faciles et puis laissez le temps pour les questions qui sont, on va dire, assez moins de réflexion. Voilà. Pour l'élève. Moins facile, difficile. Voilà. Très bien, Fella, merci pour tous ces précieux conseils. Ils en auront besoin. Inch'Allah, c'est bien. Merci d'avoir été avec nous. Donc, on vous retrouvera lundi prochain pour la thématique. Les cours particuliers. Ah bah ça, c'est un gros morceau. Voilà. C'est à la mode en plus. Très. Belle journée à vous. On vous laisse avec cet instant nostalgie, le grand défunt regretté, le Heshmi Gulwabi. Regardez, appréciez.
Le grand Al-Hashmi Gourouabi qui a marqué et qui continuera de marquer des générations et des générations de par sa carrière atypique et son talent. Il était passionné de musique depuis sa tendre enfance. Nous avons le plaisir d'accueillir une autre passionnée depuis son jeune âge, Hayat Kouider. Bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci ce matin. C'est un honneur pour nous. Alors vous êtes violoniste, violon solo. Oui. Pour le préciser, au sein de l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, mais pas que, vous êtes également directrice pédagogique de l'Académie internationale de musique et de danse Algérie, à ASEMA, fraîchement inaugurée. Et professeur de violon à l'Institut de musique. Voilà, il y a encore des titres. Voilà, il y a encore des titres. Alors, vous consacrez donc votre temps à transmettre votre métier, cette passion du violon, à de jeunes enfants déjà, et des adultes également. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, vous allez nous jouer quelque chose, tout à l'heure. Mais avant, alors déjà, on va parler rapidement de votre académie. Il y a combien d'inscrits à l'heure d'aujourd'hui? Je sais que c'est tout frais, tout nouveau. C'est tout frais, c'est à peu près à peine un mois et demi, donc nous sommes à presque à 60 quand même adhérents, entre enfants et adultes. Donc notre académie est ouverte enfin c'est pour tout le monde, de 7 à 77 ans. Donc tous ceux qui veulent apprendre de la musique, ils sont les bienvenus. Donc voilà, notre formation consiste à l'enseignement de la musique, mais d'une façon différente, donc avec de nouvelles techniques, de nouvelles formations. Alors nous offrons des cours de chorale aussi, pas forcément payante aussi, c'est être à proximité des gens qui veulent apprendre, même juste pour le plaisir. Donc tout ça est au sein de notre académie. Les instruments qui sont disponibles, alors il y a l'enseignement du violon, du piano, la guitare, le chant lyrique, aussi la musique moderne. Il y a aussi le piano bien sûr, la musique moderne, la musique algérienne. Donc nous aussi, il y a aussi l'opportunité de suivre aussi des carrières des professionnels. Donc il y a aussi cette... Sur vos traces. Voilà, donc voilà. Donc et vous faites aussi de la danse. On fait aussi de la danse. Voilà, on fait aussi de la danse classique et de la danse moderne. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt des plus jeunes au violon, pour le violon par exemple? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est impressionnant parce qu'on dit toujours le violon c'est l'instrument le plus difficile. Et c'est l'instrument ingrat parce que si on ne travaille pas, donc tout de suite ça se ressent. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, il y a de la demande sur tous les instruments, essentiellement le piano, la guitare, le chant lyrique aussi. Et à notre surprise, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes qui s'inscrivent. Donc les gens sont passionnés, ils ne cherchent que des espaces culturels et artistiques pour pouvoir exercer leur passion. Tout à fait. Alors, il faut savoir, déjà, je pense que c'est parce que ça s'explique parce que vos prix sont très raisonnables. Et puis, des groupes très restreints. Effectivement, 4, 5 maximum. Nous sommes sur des groupes de 3. Sur les Ce qui n'est pas le cas pour d'autres établissements, même si vous êtes la seule académie internationale ici en Algérie. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est des groupes de 3, essentiellement pour le violon, la guitare et le piano. Donc c'est la formation de qualité, donc on vraiment prend le soin. Donc un enfant vient pour 3 heures de cours quand même, une fois par semaine. Donc il a 1h30 d'instruments en groupe de 3, donc qui facilite aussi le contact avec le professeur, qu'il y ait plus de qualité que de quantité. Et puis il passe aussi à la formation musicale, qui n'est plus le solfège dans le temps, faire uniquement le solfège, mais de diversifier la formation musicale, donc la connaissance théorique de la musique, entre la théorie, le solfège, l'histoire de la musique, le chant, aussi apprendre à travers des jeux de créativité aussi, avec le body language. Donc ils apprennent même comment sauter en rythme, comment vraiment c'est une vivre méthode. Le moment, ils parlent musique chez vous. Exactement. Et c'est très beau. Exactement. Hayat Kouider, alors votre bis du moment, on peut l'écouter? Oui, vous allez nous jouer quelque chose? Du moment, mais quand même... Ce que vous voulez. On va dire... vous allez reconnaître. C'est parti. Magnifique, bravo, magnifique, magnifique. Alors, on dit que le violon est réservé à une certaine élite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, c'est réservé à tout le monde. Celui qui aime le violon, il apprend le violon. Ça va peut-être par rapport au prix peut-être de l'instrument, contrairement à d'autres arts.
Non, le prix est complètement raisonnable. Hein. Et donc par contre, c'est vrai que c'est une idée reçue. Voilà. Oui, c'est un violon de valeur, mais sinon il y a vraiment c'est accessible. C'est des instruments qui sont complètement accessibles. Donc, tout à fait. Alors vous, Hayat Kuder, vous venez d'une famille de musiciens. Votre frère est un grand maestro. Il est chef d'orchestre de l'Opéra d'Alger et artiste de l'UNESCO pour la paix. Quelque part, vous avez toujours baigné dans ce monde de la musique. Tout à fait. Et ça vient de nos parents. Hein, donc mon père qui jouait du mandol, aussi le piano. Chabi, d'ailleurs il était le voisin de l'Hadj al-Anq, Allah yarhamou, à la Kasbah, et ma mère qui était aussi artiste, donc elle était artiste peintre, elle écrivait des histoires pour les enfants, Allah yarhamha. Donc voilà, donc c'est un peu j'ai un autre frangin qui jouait du piano, il était chef de chœur, et ma sœur qui faisait, bon c'était un peu mais c'est toute la famille en fait. C'est toute la famille. Waouh, c'est toute la famille, voilà, c'est inné chez vous. Oui. C'est beau. Alors, en moyenne, Hayat, combien d'années il faut pour maîtriser le violon? Alors, pas comme vous, peut-être pas, parce qu'il faut, je sais qu'il faut une longue carrière. Oui. Mais sinon, on va dire à partir de 3-4 ans, on va dire 5 ans, jusqu'à 6 ans, on peut avoir une formation qui est assez complète, je dirais, être un semi-professionnel, on va dire. Et lire n'importe quelle partition. Bien sûr, tout à fait. Lire une partition déjà à partir des premiers mois. Donc, tout à fait. Oui, voilà. Apprendre le solfège en même temps, l'instrument, c'est... On arrive à le faire. Bien sûr, on arrive à le faire. C'est une question de motivation et de passion. Passion et aussi de travail. Tout à fait, donc il faut être assidu. Alors vous avez une actualité à l'occasion bien sûr de la journée mondiale de l'enfance donc, qui aura lieu demain, mardi 1er juin. Vous avez décidé de faire participer des enfants à une sorte de concert. Absolument, donc ça fait partie aussi des activités de notre Académie Rassema. Donc c'est de faire participer nos enfants, que ce soit en atelier de jeux d'instruments individuels ou de chorale. Donc ils vont participer comme choristes et aussi instrumentistes. Il y aura des violonistes, des pianistes, donc de différentes tranches d'âge qui seront accompagnés par notre orchestre symphonique Rassema dirigé par le maestro Amin Kouider. Oui. Donc voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. Donc demain à 15h à Riyad El-Fath, l'esplanade Agora. Super. Il y aura aussi la participation du poète Toufiq Ouaman, donc il sera avec nous, donc et plein d'autres enfants pour la chorale. Pour la chorale, voilà. Très très bien. Alors, durant la période de confinement, le monde de la culture a beaucoup souffert comme plein d'autres secteurs. Vous êtes adapté comment? À travers plusieurs activités culturelles. C'est vrai qu'à l'étranger, on voyait plusieurs concerts qui étaient sur la toile, mais en Algérie, on n'a pas beaucoup vu ça. Pourquoi? On a l'impression que les Algériens ne s'intéressent pas beaucoup à tout ce qui est concert symphonique. Je dirais pas ça, mais peut-être c'est une question d'habitude et de culture. Peut-être tout ce qui est visioconférence, même donner des cours à travers les visioconférences et aussi des concerts virtuels. Je dirais que ce n'était pas notre culture, mais n'empêche que cette période de confinement, il y a eu quand même 2-3 vidéos qui ont été faites donc, par des musiciens, des professionnels qui l'ont fait. Et puis chacun a essayé de gérer cette situation comme il pouvait à travers la musique, bien sûr. Totalement. En tout cas, ça a été beaucoup plus timide en Algérie, mais les choses commencent à bouger, notamment à travers votre académie, Hayat Kuider. Alors, est-ce que vous pourriez nous jouer rapidement un petit air assez enfantin pour enfants? C'est ce qu'on me demande à la régie. Ça, direct, le réflexe. Magnifique, magnifique. Par contre, on ne s'endort pas, je vous rassure. Alors, rapidement, tous les violons se valent ou pas? Stradivarius, un Stag, le Symphonie? Non, c'est pas pareil. Il y a des instruments, des violons d'études, des violons professionnels, des violons super qualité comme les Stradivarius, les Amati et autres. Donc, le vôtre, c'est un? C'est une copie, pas une copie, mais un modèle Amati qui a été fabriqué en Crémone en Italie. Super, en tout cas, on sent le vécu. Il a une petite histoire? Une petite histoire, je dirais que moi, une collègue qui est une violoniste, c'est un couple qui ont fabriqué les deux violons, donc qui existent uniquement en Algérie. Donc il a un des Italiens. D'accord. Voilà. Très bien, merci d'avoir été avec nous, Hayat. Merci beaucoup. Juste les concerts qui sont exclusivement composés d'enfants et de votre équipe, donc Rassema de l'Académie internationale de danse et de musique, ce sera tous les mois? Tous les mois, ce qu'on appelle la carte blanche. Donc, on fait une fois par mois 2 heures de chorale, donc pour qu'il y ait aussi des activités de groupe, parce que c'est important pour leur créativité et pour
pour le maintien quand même de leur potentiel, je dirais, et puis s'éclater aussi hein, entre eux. Et puis la carte blanche, c'est de les faire participer à des concerts, donc une fois par mois, donc c'est jouer leurs morceaux appris tout au long de leur session. Très bien, merci beaucoup. Alors, mais pour apprendre à faire du violon par exemple, les instruments coûtent à prix abordable, donc on va ainsi démocratiser un peu cette idée reçue. C'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Les enfants, les adultes, et vous êtes là pour les aider. On est là pour les aider. Super, merci. Alors l'événement de demain, c'est 15h jusqu'à 15h jusqu'à 16h. 16h, 16h30. Donc c'est rapide, de faire un petit crochet avec les enfants. Avec les enfants, on va voir, hein. Peut-être que ça prendra plus de temps. Très bien. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Hayat Kouder. Je rappelle que vous êtes violoniste au sein de l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, également directrice pédagogique de l'Académie internationale de danse et de musique Algérie, Assima, donc qui est dirigée par le grand Amin Kouder, qui lui est chef d'orchestre à l'Opéra d'Alger. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On vous retrouvera très bientôt, j'espère, pour d'autres actualités. Merci. Et on vous verra sur le terrain à l'œuvre. Merci beaucoup. Belle journée à vous qui nous suivez depuis ce matin. Demain, ce sera Amel Almi qui sera aux commandes de votre matinale Le Bonjour d'Algérie. Restez à la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain. عزيمة